Bien, bonsoir, donc je suis Vincent Blondel, je suis en charge du programme qui s'appelle Connected Car chez Europcar Mobility Group. Donc Europcar, fournisseur de services de mobilité, surtout connu pour la location de voitures. Donc ce que je vous propose, c'est une vision sur, vue de notre métier sur ce que sont les voitures connectées. Alors, repréciser ce que sont les services rendus par des voitures connectées en premier lieu. Ensuite, en quoi, quelle valeur ça a, je pense que c'est à peu près la même question qu'adressait tout à l'heure Thomas sur quelle valeur ça apporte finalement pour une activité comme la nôtre, et puis un aperçu de la démarche d'implémentation qui est sous-jacente à la connexion d'une flotte telle que la nôtre. Donc, en premier lieu, les voitures connectées, ce n'est pas un sujet univoque. Une voiture n'est pas binairement connectée ou pas connectée. Il y a un ensemble de services qui peuvent être fournis, rendus par une voiture connectée, qu'on peut diviser en deux grandes familles. Il y a ce qui est du domaine de la gestion de flotte, de la gestion d'assets, donc qui nous intéresse nous particulièrement. Et puis, il y a les services qui sont rendus plutôt à l'utilisateur du véhicule, au conducteur ou à ses passagers, qui sont historiquement les services qui ont été développés par les constructeurs pour amener de la valeur en plus aux voitures. Donc, si on se place dans une perspective comme la nôtre, je pars de la gauche de mon écran, on a d'abord des services de sécurité qu'on utilise historiquement, c'est simplement pour traquer une voiture volée, savoir la localiser, la récupérer. Donc, c'est un use case et des solutions qui sont très spécifiques. Ensuite, il y a toute une gamme de services qui est particulièrement intéressante pour nous. C'est tout ce qu'on peut récupérer comme information, évidemment, du véhicule. Donc, ça va de données très, très intrinsèques, on va dire, la voiture, le niveau de carburant, le kilométrage, des éléments de maintenance, est-ce qu'il y a un voyant d'allumé, quand est la prochaine révision, des choses comme ça. Comment est utilisée la voiture, quels sont les assistants de conduite qui peuvent être déclenchés, par exemple, pour comprendre ce qui se passe dans un véhicule. Et puis, en allant un peu plus loin, on a des capteurs complémentaires qui peuvent nous permettre d'identifier un événement comme un accident ou des événements de conduite, de comportement du conducteur qui va freiner, accélérer, changer de direction de façon plus ou moins sportive, on va dire. Donc, ça nous donne des indicateurs sur des comportements et des utilisations. Une information particulièrement de valeur pour nous, c'est la localisation du véhicule, qui va avec une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est le geofencing. On définit des zones géographiques et on est notifié de chacune des entrées ou sorties de cette zone. Pour nous, ça peut être une station de location, ce qui est intéressant, ou ça peut être aussi un pays pour contrôler qu'un utilisateur, un client reste bien dans le pays, si c'était connu comme tel dans le contrat, par exemple. Et puis, ce qui se développe aussi, c'est aujourd'hui, on a de plus en plus on est poussé à avoir de plus en plus de véhicules électriques dans notre flotte. Donc, il y a de nouvelles données liées à l'utilisation de la batterie et à la charge qui viennent aussi enrichir ce panel-là. Donc, de nombreuses données pour nous d'intérêt, évidemment. Côté utilisateur, conducteur, passager, bon, il y a ce qui est assistance sur route, le e-call qui a été généralisé depuis 2018, qui génère des appels en cas d'accident. Historiquement, la navigation, donc le GPS à l'intérieur du véhicule, l'infotainment qui est assez large de scope, mais tout le contenu qu'on peut pousser vers un véhicule est dans ce domaine-là. Donc voilà, la vie à bord. Et puis pour continuer, le keyless, donc c'est la dématérialisation de la clé. Comment je fais en sorte que ce ne soit plus la clé, que mon smartphone finalement devienne la clé du véhicule. Et on le verra, ça ouvre des perspectives assez intéressantes dans nos métiers. Plus loin, je note ici les voitures connectées, alors à la fois, les voitures autonomes. Alors, je parle ici des voitures autonomes de niveau 5, donc qui sont complètement autonomes, qui pourront se déplacer d'un point à un autre sans personne à l'intérieur, qui seront réellement des éléments de transformation de notre activité. Voilà, donc c'est un ensemble de services. Une fois encore, une voiture connectée, elle peut avoir tout partie de ces choses-là, même au sein des données, tout n'est pas forcément disponible. Et il y a des solutions qui couvrent tout partie de ces services. Donc, le deuxième axe, c'est une fois qu'on a ça disponible, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, j'ai repris une petite grille d'analyse de Gartner, simplement, qui est assez proche de celle qu'on a vue précédemment. En premier lieu, en quoi ça nous permet d'améliorer notre productivité? Donc, ce qu'on fait déjà dans le day-to-day aujourd'hui, sur des grands axes, sur la gestion de notre flotte, sur les opérations, c'est ce qu'on fait en station, et puis sur un aspect particulièrement intéressant, c'est la gestion de l'assurance, donc des sinistres. Donc, la gestion de la flotte, les grands enjeux pour nous, c'est de garantir ce qu'on appelle le taux d'utilisation, c'est de faire en sorte que les voitures, c'est un asset financier extrêmement important,
passe un maximum de temps sur une opération, sur des activités qui sont rentables de location, et un minimum de temps sur des activités improductives. Donc, connaître la localisation des véhicules, ça nous permet de mieux monitorer ces temps improductifs, de les réduire au maximum et par ailleurs de maximiser l'utilisation rentable de notre flotte. On peut aussi, parce qu'on a collecté l'information au fil de la vie du véhicule, tracer son utilisation, sa maintenance, ses accidents, ainsi de suite, et avoir une meilleure gestion de sa valeur résiduelle. Donc ça, c'est les grands enjeux de la gestion de flotte pour nous et qui sont supportés par des véhicules connectés. Ensuite, d'un point de vue opération, c'est essentiellement l'automatisation de process. On sait collecter automatiquement des informations typiquement de niveau de carburant et de kilométrage, qu'on doit systématiquement inscrire au début et à la fin d'une location. Là, on l'automatise et on le verra plus tard. Ça permet aussi de digitaliser le parcours client, mais c'est déjà des éléments d'automatisation et de simplification dans nos process. De la même façon, on appuie sur un bouton, on sait où sont les véhicules, est-ce qu'ils sont dans la station ou hors de la station. On peut automatiser des inventaires, des choses comme ça. Des enjeux importants sur la gestion du carburant qui est consommé, à la fois ce qu'on facture à nos clients pour être plus juste et globalement mieux rentrer dans nos frais sur ces aspects-là, et par ailleurs aussi sur les consommations internes, sur nos mouvements improductifs. Et puis, dernier élément qui est intéressant pour nous aussi, c'est que connecter les véhicules nous permet de nous garantir que les clients respectent bien les conditions d'utilisation du véhicule telles qu'elles ont été définies au contrat. Par exemple, des horaires de retour, le respect des limites du pays, si c'est une limite qui a été fixée dans le contrat ou des choses dans ce genre-là. Le troisième axe est particulièrement de valeur pour nous avec les données qu'on récupère des véhicules connectés. C'est le fait d'avoir l'ensemble des informations lorsqu'il y a un accident. Quelques secondes avant, quelques secondes après, on a toutes les informations, à commencer par la localisation, mais aussi les accélérations, les freinages. Donc, la situation est très, très claire. Et l'enjeu de ça, c'est vraiment de lutter une part contre la fraude, parce qu'il y a une réelle fraude à l'assurance des voitures qui sont louées, et par ailleurs d'avoir une simplification très très importante des procédures d'instruction, notamment lorsqu'il y a des réclamations clients et des claims qui peuvent être portés par les clients. Donc ça, c'est vraiment améliorer ce qu'on fait déjà aujourd'hui sur des processus internes. C'est le premier axe qu'on a adressé, parce que c'est là où il y a un maximum de valeur. On est vraiment sur de l'économie en premier lieu, et on a démarré par ça. Ensuite, évidemment, connecter les véhicules, ça nous permet, c'est aussi un facteur de transformation d'expérience client. Je l'évoquais tout à l'heure, le fait de dématérialiser la clé, ça veut dire que vous arrivez vous descendez de votre avion, vous allez directement récupérer votre voiture sur le parking et vous affranchissez de la queue et de l'attente au comptoir qui est assez notoire chez les loueurs, hélas. Dans le contexte actuel du Covid, c'est une demande qu'on a vu croître, évidemment, parce que ça permet d'avoir des parcours qui sont avec un minimum de contact et d'interaction. Et donc, on répond réellement à cette demande avec des voitures qui se connectent et qui offrent ces choses-là. Et par ailleurs, l'amélioration de l'expérience client, elle passe aussi par la meilleure connaissance de nos clients via les données qu'on récupère. Typiquement, sans voiture connectée, on donne les clés à un client, il vient 3 jours plus tard, on voit bien qu'il a fait quelques kilomètres, mais entre les deux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En connectant les véhicules, on a une meilleure compréhension au global, alors, effectivement, avec toutes les réserves qu'on a sur la privacy et la sensibilité de ces données-là. Mais globalement, en anonymisant, on comprend des comportements, des points d'intérêt, des points d'arrêt, des choses comme ça. Par ailleurs, des comportements de conduite qui sont plus ou moins vertueux, soit en termes d'accident, soit en termes de consommation. Donc, on récupère des informations auxquelles on n'avait pas accès précédemment. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet d'optimiser à la fois en interne et dans la proposition client un certain nombre de choses en partant de l'existant. Sur des aspects plus transformatifs, avec des voitures connectées, on sait offrir de nouveaux services. Donc sur du B2B, typiquement, on a des clients qui louent quelques dizaines de véhicules sur plusieurs mois et qui veulent eux-mêmes gérer leur flotte. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir comprendre quels sont les déplacements, quelle est la consommation de carburant, est-ce que les règles d'usage sont respectées. Typiquement, on a beaucoup de messageries. Est-ce que les gens qui utilisent, les employés de ces messageries, n'utilisent pas les véhicules le week-end parce que ce n'est pas permis. Donc voilà, c'est un service qu'on sait rendre à nos propres clients à partir des données des voitures connectées. On a aussi une demande croissante sur l'évaluation de l'empreinte CO2 des flottes qui sont louées. On a plus d'informations aujourd'hui pour répondre à ce type de demande.
Sur le grand public, sur le B2C, on est plutôt sur le développement qui ne vient pas forcément en priorité chez nous, de services à bord, mais on mise sur les interactions enrichies, notamment pour pousser des offres marketing, par exemple, vers nos clients, à partir de données de localisation pour être plus contextualisé sur ce type d'interaction. Et puis, un troisième axe qui est intéressant, c'est vraiment la valeur intrinsèque de la donnée. Il y a un vrai marché sur la donnée qui peut être collectée par les véhicules, à commencer par leur localisation. La flotte d'Europecar, c'est environ 300 000 voitures, donc ça fait 300 000 capteurs sur la route. Il y a un nombre d'informations sur l'état des routes, sur le trafic, sur la météo, sur un tas de choses comme ça, qui peuvent intéresser des assurances, des collectivités, des smart cities, d'autres acteurs du service ou du tourisme, par exemple. Donc, des nouveaux services qui sont permis. Et puis, de nouveaux types d'activités. C'est qu'Europecar, c'est historiquement de la location de voitures. On a développé d'autres services, typiquement de car sharing, donc par exemple Ubico, qui a remplacé Autolib à Paris. Il y a un prérequis d'avoir une voiture connectée. Si on n'a pas la capacité à récupérer les données, comprendre l'état du véhicule et évidemment dématérialiser la clé, on ne peut pas offrir ce type de nouveaux services. Plus loin, bon, on verra comment on gérera des flottes autonomes. Ça sera réellement, je pense, quelque chose qui va changer l'organisation de nos types d'activités, mais pas uniquement sur la location, sur les taxis, sur les Uber, des choses comme ça. Dernier point, MaaS, c'est Mobility as Service, donc c'est vraiment les écosystèmes de fournisseurs de services de mobilité. On s'inscrit dans ce type d'écosystème parce qu'on a la capacité à amener de la donnée, partie de la donnée qui vient des véhicules, notamment où est-ce qu'ils se situent, quelle est leur disponibilité, ainsi de suite. Voilà, j'ai essayé de dresser une cartographie de ce que peuvent être les éléments de transformation à partir des véhicules connectés. Et c'est relativement pertinent en termes de chronologie. On parle des améliorations internes pour aller vers des choses plus innovantes. Je vais assez rapidement sur celui-là. C'est juste pour dire que d'un point de vue économique, c'est connecter une flotte comme la nôtre, c'est cher. Et donc, on doit multiplier la génération de valeur à partir d'une voiture connectée ou de l'ensemble de nos voitures connectées. Donc, on part de cas d'usage relativement simples. On injecte dans nos processus existants des données dont on a besoin. Je parlais du kilométrage, du niveau de carburant. Et puis, on va développer des approches de plus en plus riches et élaborées pour aller vers du machine learning ou des choses comme ça, pour avoir des approches plus prédictives sur les flux de véhicules, la maintenance et ainsi de suite. Je vais passer assez rapidement, le temps m'est compté. Pour passer à une vision d'architecture, on va dire, de la mise en place d'une flotte connectée. On a trois choses majeures à faire. Trouver les fournisseurs de services, intégrer ces fournisseurs et puis développer les solutions métiers. Je vais surtout faire un focus sur la couche basse. Effectivement, par rapport au modèle de chaîne de valeur qui a pu être présenté tout à l'heure par Rodolphe, nous, on est sur le haut, c'est-à-dire qu'on est des utilisateurs des services, on n'a pas vocation à être une société technologique. C'est bien les fournisseurs de services qui sont eux-mêmes opérateurs d'IoT. Deux façons pour nous de connecter la flotte. Soit les véhicules sont connectés par les constructeurs. C'est le cas favorable pour nous, parce qu'on a des voitures qu'on garde en moyenne 7 mois. Donc, c'est plus simple d'avoir une voiture qui est déjà équipée et qui nous est fournie comme telle. Et par ailleurs, de la part de services des constructeurs, on peut attendre une plus grande richesse de données, par exemple, ou de services disponibles. Mais la caractéristique des constructeurs, c'est qu'il y a une forte hétérogénéité, ne serait qu'en termes de maturité de proposition. Hein. Certains sont très matures et d'autres ne sont pas encore là. Donc, il faut composer avec cette diversité. Et en résultant, on n'a pas toute notre flotte couverte par ces services. Donc, on va le compléter avec des solutions dites aftermarket qu'on installe nous-mêmes dans les voitures qui vont permettre soit d'y accéder en dématérialisant la clé, soit de collecter des données. Et in fine, on doit globalement combiner cet ensemble pour pouvoir couvrir l'ensemble de notre flotte et implémenter nos cas d'usage. La tendance, c'est qu'on va aller de plus en plus vers les offres constructeurs parce que ça nous est favorable et parce qu'on a une flotte qui est très large. C'est une transition qu'on doit opérer, donc on doit être capable de supporter cette transition dans la durée. J'ai indiqué ici une brique qui s'appelle le Neutral Server, juste pour faire un point très rapide sur le fait qu'il n'y a pas de standardisation, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure dans les offres des constructeurs, dans leurs services connectés. Ils sont rendus sous forme d'API, hein, mais il y a des initiatives européennes pour aller dans ce sens-là. Ça va prendre un peu de temps, donc on ne l'attend pas. Au-dessus, on a quand même des acteurs qui se positionnent pour faire ces travaux de standardisation et de simplification. Voilà, donc c'est cette première couche qui est la majeure, parce qu'on doit composer à un instant T à quelque chose qui est assez hétérogène et pour lequel il va falloir opérer une transition dans la durée. Les fournisseurs de boîtiers, ils savent qu'ils vont disparaître à terme, mais ils ont encore quelques années probablement
devant eux pour opérer et rendre le service. Au-dessus de ça, pardon, l'intégration, on s'appuie sur des patterns relativement standards de Digital Twin, qui ont été d'ailleurs évoqués tout à l'heure. On a la représentation numérique de nos flottes dans notre plateforme d'intégration et les applications métiers qui sont au-dessus conversent avec ces représentations numériques, comme évoqué précédemment, pour des solutions clientes, pour les solutions employées, ou pour aller alimenter notre écosystème data au sein du groupe. Voilà, quelques éléments de sélection des fournisseurs. Premier critère, évidemment, c'est quelles sont les données et les services qui sont disponibles. Au-delà de ça, dans quelles conditions avec quelle qualité sont mises à disposition ces données. Par exemple, on a eu des constructeurs qui initialement nous livraient les données une fois par mois. Aucune utilité pour nous, on a besoin d'avoir de la donnée en temps réel. Donc, on avait la bonne donnée, mais pas avec la bonne chronologie. Pour les solutions qu'on installe nous-mêmes, il y a deux enjeux complémentaires. C'est que d'une part, les solutions qu'on installe ne sont pas forcément compatibles avec tous les modèles. Nous, on a à peu près tous les modèles de tous les constructeurs. Donc, il faut que les solutions qu'on installe sachent collecter la donnée pour tous les modèles qu'on opère. Et par ailleurs, il y a une complexité industrielle d'installation, de service management qu'il faut prendre en compte avant de faire un choix de partenaire. Évidemment, en complément de critères classiques de scalabilité de la compagnie, de sécurité, de compliance et de choses dans ce genre. Voilà, juste pour finir, quelques éléments majeurs qu'on a adressés lorsqu'on a ce type de programme. À la fois en termes de mise en œuvre, je le disais, choisir les bons partenaires fournisseurs de services. On a des enjeux d'industrialisation lorsqu'on a des installations à faire, et sur une flotte comme la nôtre qui tourne beaucoup, c'est réellement un enjeu. Et par ailleurs, évidemment, avoir les capacités d'intégration et de standardisation qui nous permettent de gérer cet écosystème hétérogène. D'un point de vue métier, on n'a pas un cas d'usage magique qui rentabilise l'investissement, donc il faut les multiplier. Par ailleurs, une fois qu'on a mis en place les solutions, le réel changement, il vient dans le changement des process. Et ça, c'est majeur pour nous. Il ne s'agit pas simplement de délivrer des solutions. Et puis, il y a toute une partie sur laquelle je ne me suis pas arrêté, qui est évidemment des enjeux de sécurité et de compliance sur des données qui sont particulièrement sensibles pour certaines d'entre elles. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous sur une vision des voitures connectées. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous les participants, tous les présentateurs, pardon, d'avoir respecté scrupuleusement le timing, ce qui nous permet de dégager un temps important pour les sous-groupes, d'allumer tous vos micros et de dire en un petit mot, tous ensemble par un brouhaha positif, un grand merci, un grand bravo. Merci. Merci. Bravo, très Bravo. enrichissant. Bravo. Bravo. Très intéressant.